Bonjour, voici le texte d'un article de Dan Rudyard sur un sujet peu souvent abordé en astrologie, en tout cas pas de façon intéressante et approfondie. Si vous souhaitez lire cet article et même le télécharger en PDF, il vous suffit de suivre le lien que vous trouvez sous ce podcast. Les facteurs sexuels dans la personnalité, article de Dan Rudyard, qui est paru dans Horoscope Magazine en février 1966. Partout où il y a de la vie, là aussi nous trouvons le principe de polarité en action. Cela peut être dû au fait que, comme les biologistes s'en rendent compte aujourd'hui, la vie implique des phénomènes électriques essentiellement positifs et négatifs. Toutes les cellules sont chargées électriquement, et les nerfs fonctionnent sur la base de courants électriques. Dans le système nerveux total d'un être humain, deux grands sous-systèmes s'opposent dans leur action, et la santé résulte de leur équilibre dynamique. En effet, toute activité nécessite la libération de charges électriques, et l'électricité a un caractère bipolaire, un aspect positif et un aspect négatif. Dans l'organisme humain, de nombreuses fonctions sont à l'œuvre. La santé est présente lorsque ces fonctions fonctionnent harmonieusement et en interdépendance rythmique. Les anciens philosophes chinois ont exprimé ce caractère rythmique et autorégulé de tous les principes vitaux dans la célèbre image dans laquelle deux forces de polarité opposées, le yin et le yang, sont représentées comme étant liées à un cercle. L'image n'est pas statique. Elle représente un processus bipolaire. Elle illustre le rythme annuel des saisons. Et le zodiaque astrologique est une expression symbolique de ce processus bipolaire. Ce que j'appelle la force du jour fait référence à la polarité masculine, entre guillemets, le yang. Elle est la moins forte au solstice d'hiver, la naissance symbolique du Christ. La force de nuit, yin, est alors à l'apogée de sa puissance. Au cours des mois d'hiver, la force diurne augmente et les jours s'allongent. La force nocturne diminue. Les deux forces ont une force égale à l'équinoxe de printemps. Au solstice d'été, la force du jour atteint sa puissance maximale, la force de la nuit son plus bas niveau. Par la suite, la force nocturne augmente tandis que la force diurne diminue pour redevenir égale à l'équinoxe d'automne, etc. Le principe de polarité opère également dans le domaine de la vie sous la forme de ce que nous appelons le sexe. Les premières formes de vie n'étaient pas classées selon le sexe. L'organisme unicellulaire se divisait en deux, chaque moitié devenant une unité indépendante qui se divisait également, et ainsi de suite à l'infini. L'être humain naît mâle ou femelle. Mais jusqu'au 3e mois de gestation environ, l'embryon, dans le ventre de sa mère, porte en lui les germes des organes mâles et femelles. La différenciation structurelle qui se produit ensuite n'est pas absolue. Le corps masculin conserve quelque chose des organes féminins potentiels et le corps féminin présente des structures liées à l'ensemble des caractères masculins. En fait, l'expression corporelle complète du sexe n'intervient qu'à la puberté, même si l'actualisation de cette plénitude de la manifestation sexuelle a lieu depuis la naissance. Comme Freud l'a souligné, et abondamment souligné, le dynamisme de ce processus conditionne des aspects importants de la conscience infantile, surtout avant l'âge de 7 ans, l'âge de responsabilité traditionnel, où quelque chose d'autre se produit théoriquement. Tournons-nous maintenant vers les facteurs et les symboles impliqués dans cette analyse. Et d'abord, les facteurs contre-sexuels. Dans un sens très réel, on peut dire que les forces sexuelles construisent ou alimentent la construction du corps de l'enfant. Mais le corps ne représente que l'aspect extérieur de la personnalité. À cet aspect extérieur, il faut ajouter un aspect intérieur que l'on appelle généralement aujourd'hui la psyché.
L'être humain est composé à la fois d'un corps et d'une psyché. Chaque individu a une vie intérieure et une vie extérieure. Les forces qui ont fait naître le caractère masculin ou féminin du corps ne sont pas les seules. Dans et à travers le corps masculin, une psyché féminine est également active. On peut dire qu'elle est dérivée des caractéristiques féminines primordiales existant pendant la phase présexuelle de la croissance embryonnaire. En d'autres termes, l'ovule fécondé dans l'utérus est à la fois mâle et femelle en potentialité. Et lorsque le germe, entre guillemets, des fonctions masculines devient dominant, et que l'embryon développe progressivement des organes masculins rudimentaires, le germe féminin ne disparaît pas. Nous pourrions dire qu'il ne perd pas entièrement sa force, mais il se développe dans une direction opposée à celle du germe masculin constructeur de sexe. Il se développe dans une direction contre-sexuelle, c'est-à-dire psychique. Dans le corps embryonnaire masculin qui approche de la naissance, les glandes sexuelles produisent des hormones qui non seulement affectent la croissance du corps psychique, mais construisent aussi ce que nous pourrions appeler une adaptation neuro-intellectuelle de type masculin à l'environnement extérieur du futur enfant. Dans le cas d'un enfant de sexe féminin, les hormones féminines construisent également une adaptation de type féminin aux conditions d'existence de la future fille. Par exemple, chez l'enfant de sexe masculin, les énergies féminines contre-sexuelles opèrent également. Elles agissent dans le subconscient comme un facteur de compensation potentiel dans la vie intérieure. Ils peuvent sembler inexistants chez le garçon américain turbulent de 9 ou 16 ans, mais cela est dû en grande partie à la nature particulière de la société américaine. En France et dans de nombreux pays d'Orient, un garçon, avant d'atteindre la puberté, a souvent un charme presque féminin et ses yeux peuvent sembler étrangement ouverts sur des perspectives psychiques. Si un choc psychique ou organique survient dans l'enfance ou l'adolescence, le caractère sexuel du jeune peut être affecté, bloqué ou dévié. Les facteurs contre-sexuels, féminins chez le garçon, masculins chez la fille, ont alors une chance de se manifester plus clairement. Ils influencent alors les champs psychiques ou mentaux de la personnalité. Cela peut même produire des résultats psychosomatiques, entre guillemets, ou du moins conditionner le développement d'une personnalité quelque peu inhabituelle, peut-être imaginative et artistique chez le garçon, intellectuelle, scientifique ou tournée vers l'action chez la fille. Toute expérience qui diminue le ton ou donne une valeur émotionnelle négative aux facteurs sexuels dans la personnalité grandissante du jeune tend à augmenter l'influence et les effets réels du principe de vie contre-sexuel. C'est presque comme si, pendant les mois d'été, qui devraient être une période de vie en plein air, une longue période de très mauvais temps et de froid nous obligeait à passer les journées à l'intérieur et à concentrer notre esprit sur des occupations qu'il vaut mieux faire à l'intérieur de la maison. C'est pour cette raison que de nombreuses disciplines religieuses ont mis l'accent sur des pratiques ascétiques visant à choquer la partie sexuelle de la nature jusqu'à ce qu'elle s'effondre presque, afin de permettre aux énergies contre-sexuelles de la vie psychique d'émerger puissamment de leur demeure subconsciente dans le champ de la conscience. L'astrologie nous offre une image très révélatrice des processus qui viennent d'être décrits, car dans le Soleil et la Lune, nous trouvons les symboles de l'aspect sexuel de la nature humaine, respectivement dans les corps masculins et féminins. Tandis que Jupiter et Saturne nous donnent des indices significatifs de l'activité des forces contre-sexuelles, respectivement dans les psychés masculines et féminines. Il est facile d'expliquer pourquoi il en est ainsi. Le Soleil, c'est-à-dire le mâle, et la Lune, c'est-à-dire la femelle, sont les lumières de la vie à la surface de la Terre. Le Soleil est la source principale de toute l'énergie sur la planète. Il est le principe actif de libération, le fécondateur, le dynamiseur de tous les processus de vie.
Quant à la Lune, je crois que nous ne pourrons jamais comprendre pleinement sa signification astrologique et occulte si nous ne réalisons pas qu'elle ne se réfère pas seulement aux satellites de la Terre en tant que globe matériel, mais qu'elle symbolise plutôt ce que les anciens astrologues appelaient le royaume sublunaire, c'est-à-dire l'espace entier autour de la Terre, délimité par les révolutions mensuelles de la Lune visible. Ce domaine sublunaire est en quelque sorte la matrice, ou si l'on préfère l'aura du champ électromagnétique, à l'intérieur de laquelle notre planète, et par conséquent l'humanité dans son ensemble, existe. En ce sens, nos astronautes ne quitteront pas complètement la sphère terrestre tant qu'ils ne seront pas capables d'aller au-delà de la Lune et, du moins symboliquement, de s'élever de la face cachée de la Lune qui est toujours tournée vers l'espace et loin du Soleil. La Lune symbolise donc l'aspect traditionnellement mystérieux du sexe de la femme. Et les changements d'apparence de la Lune représentent le cycle féminin de l'ovulation et de la menstruation et les humeurs bioglandulaires des femmes. De même, le Soleil représente en astrologie le pouvoir de construction du corps sexuel chez l'homme. Avec le Soleil et la Lune, nous avons donc essentiellement affaire aux aspects biologiques et sexuels extérieurs de l'homme et de la femme, respectivement. En outre, le pouvoir sexuel opère à travers des structures organiques qui sont gouvernées par Vénus et Mars dans les deux sexes. Vénus se référant aux testicules et aux ovaires, Mars au mécanisme de libération des énergies sexuelles. Lorsque nous en arrivons aux aspects contre-sexuels de l'individu humain total, nous entrons dans un domaine où une grande partie de l'élucidation est nécessaire, tant au niveau psychologique qu'astrologique. Pourquoi devrais-je mettre en relation un tel aspect contre-sexuel avec Jupiter et Saturne? Mark Edmund Jones parlait, il y a longtemps, de ces deux planètes comme des planètes sociales, et dans un autre contexte comme des planètes de l'âme. Au sens le plus élémentaire, elles se réfèrent à tout ce qui émerge de la vie commune des êtres humains. Elles traitent de l'organisation et du maintien des communautés, des institutions sociales et religieuses, des nations. Jupiter se réfère au sens social, donc au rythme des sentiments de groupe, à la camaraderie entre les personnes qui partagent des intérêts communs. Saturne s'intéresse spécifiquement à la place que tout membre d'un groupe ou d'une communauté occupe légitimement et à la fonction sociale qu'il peut remplir efficacement lorsqu'il est à sa place et agit sous son nom légal socialement garanti. Saturne se réfère donc au problème de définition, de stabilisation et de maintien de cette place et de ce mode de fonctionnement dans le groupe. Saturne et Jupiter s'occupent des facteurs collectifs de l'être humain. Le Soleil et la Lune et les planètes Mars et Vénus, qui construisent l'instrumentalité organique, s'occupent des facteurs individuels. J'ai montré dans mes livres, en particulier dans l'astrologie de la personnalité, que ces deux principes, individuels et collectifs, sont les deux polarités les plus fondamentales dans toutes les formes d'existence. La force du jour, dans les cycles de l'année, le yang chinois, se manifeste en fait dans la vie comme un élan vers l'individualisation. Elle construit des systèmes organiques limités, clairement définis, et des personnalités qui fonctionnent vers l'extérieur. La force de la nuit, le yin, opère comme une pulsion vers la socialisation et la construction de collectivités plus ou moins grandes, constituées d'unités individuelles. L'émergence d'un corps humain nouveau-né dans le ventre de la mère et, en termes d'évolution plus large, du premier organisme vivant sorti de la mer, est le résultat de la volonté d'individualisation. Et le sexe, c'est-à-dire le processus d'auto-reproduction et d'auto-multiplication, est une force qui agit au cœur même de cette volonté. Mais l'individu nouveau-né, et plus tard « l'être humain mûr et autosuffisant », n'est pas seul au monde.
Il ne pourrait pas exister, ni déployer son potentiel de naissance humain seul. Il naît au sein d'un groupe, d'une collectivité d'êtres humains. Et c'est cette collectivité et sa tradition qui fournissent à cet organisme humain individuel ce dont il a besoin, tant au niveau biologique que mental, c'est-à-dire la nourriture et les connaissances, le langage et les institutions sociales absolument nécessaires à l'épanouissement de toute personnalité individuelle. Ce que nous appelons la vie intérieure d'une personne est conditionné mentalement par le langage, les symboles et les attitudes de pensée collectives de sa société et de sa culture. Elle est conditionnée émotionnellement par des modèles de relations interpersonnelles acceptés au départ, par l'exemple parental, par la contagion des sentiments de groupe. Même si l'individu se rebelle contre les modes de pensée intellectuels et les modes de vie éthiques, religieux et sociaux de sa famille, de son groupe ou de sa nation, cette rébellion est elle-même conditionnée par le sentiment primordial d'appartenance à un groupe. Vous ne pouvez pas échapper aux pressions de votre collectivité et de votre culture. Votre révolte même doit utiliser des mots et des gestes hérités du passé, culturel et social, pour prendre une forme et devenir effective. Le psychologue Carl Jung a parlé de l'inconscient collectif, non seulement comme du dépôt de la moisson d'expériences de millions de générations, mais plus encore comme de la mer, MER, d'où surgissent les innombrables petites îles que nous connaissons en tant que personnes individuelles. Ainsi, lorsque les forces biologiques solilunaires, dont le travail consiste à produire un organisme humain individuel, parviennent à mener à son terme leur élan vers l'extérieur, dans le développement de l'aspect sexuel d'une personnalité humaine, masculine ou féminine, elles le font en repoussant dans l'inconscient les forces contre-sexuelles. Celles-ci peuvent ne pas sembler actives de manière personnelle, consciente et volontaire, mais elles sont là, conditionnant le climat psychologique de l'individu. Un peu comme la mer, ses courants et ses brouillards conditionnent le climat de la petite île qui a émergé de l'eau, et parfois un raz-de-marée peut submerger l'île de la conscience. Lorsque nous parlons de Jupiter et de Saturne comme des planètes de l'âme, le terme « âme » fait référence à la partie de la personne totale qui cherche toujours à être le complément des autres parties de la personnalité, orientée vers l'extérieur, consciente d'elle-même et consciente. Carl Jung parle de cette partie comme de l'anima chez l'homme et l'animus chez la femme. Il en parle comme de fonctions psychiques indifférenciées, souvent archaïques. Elles peuvent se manifester par des rêves, des fantasmes créatifs, des intuitions soudaines, des facultés supranormales, dont certaines sont aujourd'hui qualifiées de parapsychologiques. Elles constituent l'aspect moins évident ou caché de ce que représentent les planètes Jupiter et Saturne. L'individu fonctionnant extérieurement comme un organisme masculin trouverait, s'il était capable de regarder dans ses profondeurs psychiques, une puissance féminine contre-sexuelle, l'anima. C'est cette puissance qui, à l'insu de la conscience individuelle, le pousse à rechercher non seulement la camaraderie sociale avec d'autres hommes, mais aussi peut-être une participation dévouée aux activités collectives d'un groupe, d'une église, de sa nation, voire de l'humanité tout entière. L'âme de l'homme est orientée vers la collectivité. Celle de la femme est orientée vers l'individu. Tout simplement parce que, en tant que mère de l'enfant, sa nature extérieure et ses fonctions sexuelles doivent être imprégnées, au moins dans les cas classiques, d'un dévouement à l'espèce humaine dont elle doit perpétuer l'existence. Ainsi, l'intellect de type féminin, qui fait également partie de sa nature extérieure, est normalement très ouvert aux courants sociaux de collectivisation. Une femme a tendance à se conformer aux modes ainsi qu'à la religion et à l'éthique institutionnalisée. Mais dans la partie inconsciente de sa psyché, la tendance fondamentale est l'individualisation.
Si elle accepte un état de dévotion envers le mari, si glorifié dans la culture hindoue, ou envers Jésus en tant que bien-aimé divin, si elle a un chemin religieux au lieu d'un amour qui lui révélera son véritable moi essentiel, ou encore un professeur oriental, un swami ou un yogi, qui est censé pouvoir fournir une technique magique de révélation de soi, c'est parce que sa nature inconsciente cherche toujours à atteindre une condition d'intégration individualiste. Elle y parvient par un processus d'identification à un modèle, à une personnalité ou à une situation de vie qui la catalyse. Jupiter, le socialisateur, est donc le symbole des désirs psychiques semi-conscients ou totalement inconscients de l'homme, tandis que Saturne, l'individualisateur et le stabilisateur, est le symbole de la pulsion intérieure de la femme. Cette pulsion intérieure au sein de la psyché peut en fait se manifester comme une compulsion profonde et obscure qui s'empare de l'homme ou de la femme et domine son existence extérieure. Mais dans tous les cas, elle a pour fondement les forces contre-sexuelles. Très souvent, ce qui semble à un homme ou à une femme être le motif de ses actions, ou la cause de ses sentiments pour une personne ou une situation, n'est pas du tout le motif et la cause réelle. Un homme peut adhérer à une organisation fraternelle, pense-t-il, parce que cela servirait ses intérêts sociaux ou commerciaux extérieurs, son pouvoir d'expression personnelle. Mais la cause réelle peut être que son âme aspire à une profonde camaraderie sociale et à l'appartenance à un groupe. Et cela présente en un sens une sorte de transfert psychologique de la relation infantile du garçon à la mère dans la petite enfance. D'autre part, une femme peut croire consciemment qu'elle recherche l'amour d'un homme comme exutoire de ses sentiments sexuels, alors qu'en réalité, mais inconsciemment ou semi-consciemment, elle aspire à une puissance transcendante qui lui révélerait ce qu'elle est essentiellement en tant qu'être spirituel. Le jeu sexuel peut être le plus souvent un prétexte, un moyen pour atteindre une fin inconsciente ou peu consciente. L'acte d'amour n'est en fait qu'un symbole. La réalité, bien au-delà du symbole, est le processus catalytique qui, d'une manière mystérieuse, lui révélera sa véritable nature. C'est donc véritablement une initiation qui se produit dans sa vie intérieure. Une activité dans laquelle la partie inconsciente contre-sexuelle de la femme est le facteur actif. Pour l'homme, cet acte d'amour est normalement une expression consciente du pouvoir sexuel, un des nombreux événements ou incidents de sa vie extérieure. La planète Saturne symbolise pour la femme la figure du hiérophante solennel qui célèbre le rite mystérieux de la purification de ou par, selon le cas, sa nature sexuelle. Saturne est en astrologie l'image du père, parce que le père est, ou devrait être, dans les conditions naturelles de la vie, le symbole de l'autorité et de la puissance mentale. Et, ainsi que la petite fille le ressent dans ses profondeurs psychiques, il a été l'initiateur de sa mère. La petite fille, s'identifiant dans son rôle collectif, biologique et social à sa mère, projette sur son père l'aspiration inconsciente à l'individualisation qui implique le développement mental. Si le père n'est qu'un écran indigne ou inefficace pour la projection par la fille de son image paternelle, elle se sent frustrée et aura tendance par la suite à chercher quelqu'un qui soit à la hauteur de son image idéale. Dans sa quête, une profonde confusion peut se développer en raison d'un mélange des pulsions sexuelles et contre-sexuelles, ce qui conduit de nombreux mariages américains au divorce. L'intérieur et l'extérieur se court-circuitent mutuellement. De même, l'aspiration intérieure de l'homme à la communion et au partage, dont la communion chrétienne et les formes intérieures de repas sacrés pris en commun dans une fraternité mystique sont des expressions religieuses, l'aspiration intérieure de l'homme, donc, peut devenir confuse
et se matérialiser lorsqu'elle est mêlée à la pulsion extérieure de pouvoir et de richesse. Elle constitue un type socialisé, entre guillemets, d'activité sexuelle et de construction de l'ego. Les mouvements religieux et les confréries secrètes, comme la franc-maçonnerie originelle, deviennent facilement pervertis, ou du moins matérialisés, lorsque l'extérieur envahit l'intérieur et que le corps entraîne l'âme dans ces cercles vicieux de désir. La difficulté pour exploiter les faits psychologiques et les concepts astrologiques qui précèdent dans l'étude du thème natal d'un individu réside dans le fait que plusieurs autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte et affecter le caractère et la vie de la personne. Avant tout, les pressions exercées par l'environnement, en particulier la nature des relations quotidiennes entre l'enfant et ses parents à un âge précoce et au moment de l'adolescence, surtout pour les filles, peuvent modifier considérablement le développement naturel de la personnalité. Cette relation s'opère à la fois au niveau intérieur et extérieur, et différemment à chaque niveau. Pour un garçon, sa mère est représentée extérieurement dans le thème de naissance par la lune. La mère enveloppe normalement l'enfant d'attention, de soins et d'amour. Il dépend d'elle pour son bien-être et pour faire face avec succès et bonheur aux difficultés quotidiennes de l'existence. Cette dépendance extérieure peut persister avec force après l'adolescence et le jeune homme peut la transférer à sa femme. Mais il existe aussi une forme plus subtile de relation qui affecte la vie intérieure du garçon, car il s'identifie normalement à sa mère dans une communion de participation amoureuse. Lui et elle constituent un nous, ils sont ensemble, jusqu'à ce que ce sentiment de nous soit brisé par la négligence ou le manque d'amour réel de la mère. Si le sentiment de nous est brisé, le garçon portera toute sa vie le sentiment psychique d'être blessé ou un sentiment de vide intérieur. Il cherchera alors à combler ce vide en développant un désir social et jupitérien de camaraderie, d'être aimé par ses égaux, d'appartenir à un groupe. Ainsi, dans le thème d'un homme, la position de la Lune et de Jupiter doit être prise en compte, en plus de celle du Soleil, qui est toujours un indicateur de la pulsion fondamentale d'expression extérieure et de valorisation de soi, sexuellement ou socialement. Cette pulsion est orchestrée par la fonction de Mars, qui régit tous les muscles et les organes d'action, et par la fonction de Mercure, qui traite de l'intellect et de sa mémoire associative. Les relations mutuelles, aspects, parts, existant entre ces planètes, devraient permettre de dresser un tableau pertinent des forces sexuelles et contre-sexuelles à l'œuvre dans la personnalité totale de l'homme. Dans le thème d'une femme, la Lune représente sa nature féminine et aussi, pendant l'enfance et l'adolescence, sa relation avec sa mère, qu'elle veut normalement imiter. Même si elle n'aime pas le comportement de sa mère et se rebelle contre elle, elle peut éventuellement se voir répéter certains de ses schémas de vie. L'aspect contre-sexuel de la personnalité d'une fille étant représenté par Saturne, l'aspect astrologique entre la Lune et Saturne est assez révélateur. Lorsque ces deux planètes sont en opposition, il est tout à fait possible pour la jeune fille, tôt ou tard, de surmonter complètement les pressions corporelles extérieures de ses pulsions sexuelles sur son âme, sa conscience et son esprit intérieur. Cependant, un résultat négatif peut également se produire dans certains cas, c'est-à-dire une sorte de dissociation de la vie intérieure et extérieure, peut-être un dédoublement de la personnalité. Une conjonction de la Lune et de Saturne peut indiquer le début d'un nouveau cycle de vie, si l'on croit à la réincarnation, ou un sentiment confus d'insécurité, comme si l'on évoluait dans un environnement spirituel nouveau et inconnu. Cela peut signifier une implication émotionnelle avec le père. Sa présence et son influence peuvent polariser si fortement la nature de la jeune fille qu'elle suscite des sentiments ambivalents d'attraction quasi incestueuse et de culpabilité. Que cette réaction complexe reste dans un arrière-plan subconscient brumeux
ou au contraire qu'elle hante la personnalité consciente, dépend théoriquement des contacts planétaires entre les thèmes du père et de la fille. Un contact étroit entre le Jupiter d'un homme et le Saturne d'une femme est généralement l'indication d'une relation karmique dont les racines plongent profondément dans le passé. Un symbole typique serait une situation de Roméo et Juliette. Lorsque le soleil natal d'un homme est en conjonction avec Jupiter, sa personnalité a tendance à devenir l'expression énergique d'une profonde compulsion intérieure à remplir un objectif suprapersonnel. Le président Johnson est presque un représentant de cette situation. Mais la présence de Mars ascendant entre Jupiter en Lion et le Soleil en Vierge brouille la signification d'une conjonction qui n'est ni proche, ni dans un signe zodiacal. Le meilleur exemple est le grand prophète, poète et yogi Sri Aurobindo, que ses disciples considèrent comme un avatar, c'est-à-dire l'expression incarnée d'une destinée et d'un but divin. Il est né avec le Soleil près de Jupiter en Lion. Un Jupiter rétrograde dans le thème d'un homme et un Saturne rétrograde dans le thème d'une femme tendent à différencier plus nettement la vie intérieure de la vie extérieure, les aspects controsexuels des aspects sexuels de la personnalité. Mais, je le répète, toutes ces indications sont subtilement psychologiques et ne doivent guère être prises en compte dans une analyse superficielle et rapide du thème. Elles appartiennent à un nouveau type d'astrologie psychologique qui va de pair avec une psychologie orientée vers une réalisation de la signification totale de la personnalité individuelle. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.